Tête de liste Reconquête, Marion Maréchal est crédité entre 6 et 9% des voix aux élections européennes du 9 juin. Il y a une marge d'erreur évidemment pour les intentions de vote. Il faut 5% pour renvoyer des représentants à Strasbourg. Elle a déjà une longue carrière politique, élue députée du Vaucluse à 22 ans en 2012, devenant le plus jeune député de l'histoire de la Ve République. Elle quitte la politique en 2018. Elle fonde une école. 3 ans plus tard, en 2021, elle rejoint le parti Reconquête d'Éric Zemmour et devient donc tête de liste pour les législatives de 2024. Et puis Marion Maréchal appelle à la suppression de la Commission européenne. Elle tape fort, donc pourrait-on dire, en cette campagne qui se joue peut-être dans la dernière ligne droite, on verra avant le 9 juin. Mais dit-elle, il y a une consolidation très forte de son vote à hauteur de 80% de ses électeurs sur cette liste donc, qu'elle conduit et qui l'amènera au groupe ECR, un groupe dont elle va nous parler au Parlement européen. Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Donc plutôt optimiste, un bon score, ça serait quoi ? L'objectif pour nous, c'est d'avoir des élus. Et vous l'avez rappelé, la particularité des élections européennes, c'est que c'est un scrutin proportionnel à un tour. Et le seuil pour avoir des élus, c'est 5%. 5%, vous avez automatiquement 5 élus. Et puis ensuite, 1% égale un élu supplémentaire. Donc tout laisse entendre, en effet, que nous pouvons avoir des élus. Et même, je vous le dis, créer la surprise lors de ce scrutin. Parce que je suis convaincue que beaucoup d'électeurs, en particulier à droite, hésitent encore. Et ils sauront trouver en nous cette alternative à droite qu'ils attendent depuis longtemps. Mais ça veut dire qu'il faut faire plus de 5%. Tout Vous à en fait. êtes convaincu ? Tout à fait, mais je vous dis, il y a eu, vous l'avez répété, de très nombreux sondages. Tout démontre aujourd'hui que nous sommes capables de passer cette barre des 5%. Et puis surtout, moi, ce que je crois, c'est qu'il y a des électeurs de droite qui sont en train de se rendre compte qu'aujourd'hui, Jordan Bardella, typiquement, est sûr d'être élu, avec de nombreux élus derrière lui, qu'en 2014 et 2019, le RN était déjà arrivé premier et que cela n'a pas changé grand-chose à la politique européenne pour une raison simple, c'est qu'ils font partie aujourd'hui d'un groupe isolé au Parlement européen. Et donc, ils pourraient éventuellement se retourner vers nous en se disant, finalement, ne vaut-il pas mieux donner de la force à Reconquête pour nous représenter dans un groupe plus influent. Et puis, il y a évidemment les électeurs LR qui pourraient là aussi hésiter et qui n'ont pas forcément envie d'envoyer au Parlement européen, derrière François-Xavier Bellamy, des élus, comme c'est le cas aujourd'hui, qui inaugurent des mosquées islamistes miligorusses, qui votent pour l'extension de la GPA avec le certificat de filiation, qui s'affichent avec des associations comme le Fémiso, proche des frères musulmans. Voilà, et donc qui ont envie d'avoir une droite cohérente, courageuse et sans ambiguïté. Donc vous estimez que le PPE en fait peut se diviser sur un certain nombre de sujets et qu'il doit se diviser ? Ce qui est intéressant dans ces élections européennes, c'est que pour la première fois, et c'est assez historique, la majorité actuelle, qui est composée en effet du groupe PPE, DLR, allié au Parti Socialiste, allié aux macronistes, tout ça constituant la majorité d'Ursula von der Leyen, peut être remise en cause. C'est-à-dire que depuis des décennies, l'Union européenne est gouvernée par le centre allié à la gauche. Et pour la première fois, tous les sondages indiquent que nous pourrions avoir un basculement de majorité vers la droite. Et ce basculement, le groupe qui en a la clé, c'est le groupe en effet des conservateurs auquel appartient Reconquête, 17 nationalités, 4 gouvernements, 5 probablement demain avec Viktor Orban, et qui pourrait du coup rebattre les cartes et ainsi pousser, je l'espère en tout cas, en effet, une partie du groupe PPE à reconsidérer ses alliances avec la gauche pour préférer des alliances avec les conservateurs. Et si c'était le cas, et manifestement ce sera le cas, eh bien nous pourrions avoir non seulement une minorité de blocage, mais peut-être probablement une majorité de projets et donc véritablement influer sur la politique européenne. Et dans les projets, supprimer la Commission européenne ? Alors l'idée évidemment derrière cela, c'est de remettre en cause le fonctionnement de ce qui est aujourd'hui l'instance la moins démocratique de l'Union européenne, puisque vous savez, il y a un triumvirat. Aujourd'hui, à l'Union européenne, il y a le Conseil européen qui représente l'exécutif européen, il y a le Parlement européen qui est issu d'une élection, et puis il y a la Commission européenne qui est l'objet de nominations de commissaires. Voilà. Et donc moi, je considère qu'aujourd'hui, cette commission doit être supprimée pour devenir finalement un secrétariat du Conseil européen et ne plus avoir, comme c'est le cas aujourd'hui, l'exclusivité de l'initiative législative. Pour moi, l'initiative législative, elle doit revenir aux exécutifs des nations, c'est-à-dire le Conseil européen. Mais rien ne se fait sans les États-nations, en fait, en Europe quand même. Malgré tout, la Commission, même si elle a le monopole de l'initiative, fait tout cela en concertation avec les États qui l'envoient éplucher tel ou tel dossier. Oui, alors en réalité, c'est toujours un peu plus compliqué que ça, parce que ce qu'on note quand même dans la dérive actuelle des instances, c'est que régulièrement, et Ursula von der Leyen s'est particulièrement distinguée de ce point de vue-là, il y a un dépassement, un débordement des traités. Par exemple, quand Ursula von der Leyen s'occupe typiquement des questions de santé, quand elle contracte une dette qui n'est pas prévue par les traités,
au nom de tous les pays européens, c'est évidemment des traités qui sont outrepassés. Lorsqu'elle, au nom d'un article 2 du TFUE, dit qu'il faut conditionner aujourd'hui les crédits européens au respect du soi-disant état de droit dans les pays gouvernés par les conservateurs, elle déborde évidemment du cadre des traités. Et surtout, et c'est d'ailleurs l'un des grands enjeux de cette élection européenne, c'est que le grand projet d'Emmanuel Macron et de ses alliés, il l'a dit dans le discours de la Sorbonne, c'est quoi ? C'est demain de nous préparer un super État fédéral européen, avec un président de l'Union européenne qui aurait des pouvoirs exécutifs, avec un ministère des Affaires étrangères européen, avec la fin du droit de veto, c'est-à-dire la fin de l'unanimité. Donc concrètement, ça signifie que la France, demain, pourrait se faire imposer des décisions contre sa volonté et contre ses intérêts s'il était mis en minorité. C'est l'élargissement à 35. C'est demain une Union européenne, c'est ce que souhaite Emmanuel Macron, qui s'occuperait également d'écoles, qui s'occuperait également de santé. Bref, c'est un grand projet fédéraliste auquel je souhaite m'opposer avec notre future majorité. Beaucoup d'électeurs de droite votent Emmanuel Macron, qui est le premier candidat de la droite, en fait. Alors, Non, certains électeurs de droite ont pu, je pense, à un Sans la moment droite, il donné, n'aurait jamais été élu. à un moment donné, se laisser en effet porter par les sirènes d'Emmanuel Macron, croyant trouver là un homme qui était l'incarnation du réformisme, du volontarisme économique. Je rappelle qu'il avait écrit un livre en 2017, humblement titré Révolution. Voilà, sauf qu'aujourd'hui, le bilan d'Emmanuel Macron après 7 ans, c'est d'être le président record de l'immigration, record des prélèvements obligatoires, record de la dette. Et on n'a jamais vu à aucun niveau une véritable réforme structurelle. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de déceptions chez les électeurs. Et je ne parle même pas des sujets de société, puisque en effet, Emmanuel Macron a un gouvernement très largement pro-GPA. Il a légalisé la PMA sans père. Et puis, il prévoit, vous le savez, de légaliser l'euthanasie dans notre pays. Donc je pense que si tant est que des électeurs de droite ont pu se laisser porter par les sirènes macronistes, je ne doute pas qu'ils en reviendront. Vous dites que le catholicisme structure votre pensée. Dans quelle mesure est-ce vrai ? Oui, le catholicisme structure ma pensée, puisque c'est évidemment une école spirituelle, aussi une école de formation, si je peux dire. On trouve beaucoup de sagesse, d'inspiration dans la doctrine sociale de l'Église. Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé, c'est le génie pour moi du christianisme, de pouvoir allier foi et raison. J'ai jamais trouvé que les deux s'opposaient. Donc moi, quand je prends une décision politique, je le fais toujours, évidemment, sur le critère raison, pas uniquement par croyance, mais je constate qu'à chaque fois que j'ai été amenée à prendre position, j'ai trouvé plutôt dans la doctrine sociale de l'Église des éléments confortants que antagonistes. Par exemple ? Par exemple, je sais que typiquement, on nous reproche beaucoup le fait que, soi-disant, la volonté de réduire l'immigration ou de réguler l'immigration serait antagoniste avec la politique d'accueil voulue par l'Église catholique. Mais quand on se penche un peu sur le catéchisme de l'Église catholique, on se rend compte que les choses sont un petit peu plus complexes que cela. Et comme je me doutais que vous alliez me poser cette question, j'ai repris mon catéchisme parce que c'est très intéressant. Et quand vous allez donc sur le 2241, qu'est-ce qui est dit concrètement ? Il est dit « Les nations mieux pourvues sont tenues d'accueillir autant que faire se peut, l'étranger en quête de sécurité et des ressources vitales qu'il ne peut trouver dans son pays d'origine. Les pouvoirs publics veilleront au respect du droit naturel qui place l'autre sous la protection de ceux qui la reçoivent. » Très bien. Et il poursuit. Les autorités politiques peuvent, en vue du bien commun dont ils ont la charge, subordonner l'exercice du droit d'immigration à diverses conditions juridiques, notamment au respect des devoirs des migrants à l'égard du pays d'adoption. L'immigré est tenu de respecter avec reconnaissance le patrimoine matériel et spirituel de son pays d'accueil, d'obéir à ses lois et de contribuer à ses charges. Voilà. Donc, le pape François dit la même chose, hein, il dit ça. Ah, très bien, mais donc tirons-en toutes les conclusions, autant que faire se peut, ça commence comme ça. Moi, je considère qu'aujourd'hui, la France n'est plus en capacité de pouvoir supporter une immigration à la fois légale et illégale dans les proportions actuelles, parce que cela déstabilise la société, appauvrit la société, conflictualise la société, remet en cause la cohésion nationale, et donc à partir de là, poursuivre le bien commun en France, c'est dorénavant ne plus céder au laxisme migratoire. Il y a un risque de grand remplacement ? Il y a, oui, un risque de C'est une rhétorique qui fonctionne, ça ? C'est pas une rhétorique, c'est un fait statistique. C'est un fait statistique. D'ailleurs, c'est un défi continental. Il faut savoir que depuis 2022, il y a plus de migrants qui rentrent sur le sol européen que d'enfants qui naissent sur le sol européen. Et donc, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Je veux dire, tous les Français le voient de manière manifeste. C'est qu'aujourd'hui, du fait à la fois de la démographie et des entrées d'immigrés légaux et illégaux sur le territoire français, oui, le peuple historique français est en train, de plus en plus, dans certains territoires, d'être mis en minorité. Et cela s'accompagne d'une islamisation du pays, avec toutes les conséquences qu'on voit au quotidien, à l'école, sur le recul de la liberté d'expression, le recul de la liberté de conscience, le recul de l'égalité homme-femme, et puis l'importation
de pratiques étrangères qui ne sont pas toujours compatibles avec non seulement la démocratie, mais aussi nos valeurs civilisationnelles. On voit le retour sur le sol français des crimes d'honneur. Vous avez certainement vu cette jeune fille qui s'est fait tondre par sa mère et dont le petit ami a été torturé parce qu'ils avaient une relation. C'est une jeune Tchadienne. En l'occurrence, vous avez vu ce jeune homme qui a été tué par les frères de sa compagne. Vous voyez le fait qu'aujourd'hui, il y a 7% des femmes en Seine-Saint-Denis qui sont excisées, qu'il y a 200 000 mariages forcés dans notre pays, qu'il y a a priori plus de 180 000 mariages polygames. On est dans un pays aujourd'hui où il y a des jeunes filles qui se font tabasser parce qu'elles ne respectent pas le ramadan. Un homme qui se fait tuer à Bordeaux parce qu'il boit une bière en période de ramadan. Enfin, l'offensive islamique dans nos écoles, le témoignage de nos professeurs qui est terrifiant, qui ont peur parce qu'ils veulent simplement faire respecter la loi sur le non-port du voile. Donc voilà, tout ça, si vous voulez, n'est pas arrivé ex nihilo. Il est la conséquence, bien sûr, de l'immigration et du grand remplacement. Mais tout ça, Marion Maréchal, ça fait plutôt voter Jordan Bardella. Non, alors écoutez, Jordan Bardella, bien sûr. Qu'est-ce qui vous distingue justement? Parce que vous êtes plutôt, vous présente sur le terrain sociétal, qui l'occupe relativement peu, et vous prenez ce créneau-là. Oui, mais alors qui semble le plus porteur, c'est-à-dire christianisme, identité et valeurs sociétales. Aujourd'hui, il y a en effet plusieurs offres politiques. D'ailleurs, les sondages démontrent qu'il y a aujourd'hui une partie des Français qui souhaitent se tourner vers Reconquête parce qu'ils ont identifié la singularité de Reconquête. Nous avons des différences, des convergences bien sûr, mais aussi des différences avec le Rassemblement national. Typiquement, sur les questions d'identité, pour aller vite, aujourd'hui, le Rassemblement national considère qu'il n'y a pas de choc de civilisation avec la civilisation islamique sur le sol français. Je pense l'inverse. C'est même l'un de mes premiers moteurs. Moi, je me bats en particulier pour que l'islam demain ne devienne pas majoritaire en France. Parce que moi, j'ai 2 petites filles de 2 et 9 ans, et je sais qu'elles en seraient les premières victimes. Voilà, quand on voit aujourd'hui comment se retrouve la liberté des femmes dans les pays majoritairement musulmans. Ensuite, nous avons des différences économiques indéniables. Nous sommes beaucoup plus engagés dans la question de la dépense, la réduction de la dépense publique, la réforme des syndicats, la lutte contre les dérives des dépenses d'assistanat, la baisse des impôts et des charges. Du droit de grève. Typiquement, et même la fin de la caste professionnelle des syndicats de gauche qui font du chantage dans ce pays. Et puis sur les sujets de société, vous l'avez dit également, nous sommes beaucoup plus offensifs. Nous sommes très très investis dans la lutte contre la propagande wokiste et l'activisme LGBT, en particulier dans nos écoles. Nous sommes sans ambiguïté et nous souhaitons abolir la GPA dans l'ensemble d'ailleurs des pays européens. C'est un des projets que je porterai au Parlement européen. Nous sommes également nous avons milité contre la PMA sans père, et nous militerons bien sûr contre la légalisation de l'euthanasie. Autant de sujets sur lesquels le Rassemblement national en effet est moins investi. Mais philosophiquement, rien ne vous distingue de François-Xavier Bellamy, en fait, Marion Maréchal. Le problème de François-Xavier Bellamy, c'est qu'il ne représente pas que lui-même dans cette élection. Il représente un parti, qui est le parti des Républicains, qu'il a fait le choix de rejoindre. Il a soutenu Valérie Pécresse jusqu'à la dernière minute. Il fait partie d'un groupe, en effet, on l'a rappelé, le PPE, qui fait partie de la majorité d'Ursula von der Leyen et qui siège avec la gauche. Et puis, il a sur sa liste, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, des gens qui, pour moi... ne sont pas sincères, ne sont pas cohérents dans la question de la lutte contre l'islamisation et l'islamisme. Donc le problème de François-Xavier Bellamy, c'est que moi, j'ai du respect pour la personne à titre individuel, mais je considère qu'il se fourvoie en voulant envoyer des élus LR au Parlement européen. Il y a eu tellement trahison dans ce parti. Je pense que l'avenir de la droite française, aujourd'hui, ne peut plus être chez les Républicains. Vous lui avez proposé de venir vous rejoindre ? Bien sûr, mais dès les élections présidentielles, au lendemain des élections présidentielles, je rappelle que la particularité de Reconquête, c'est aussi, en écho d'ailleurs à une majorité des électeurs de droite, de défendre l'union des droites. C'est-à-dire cette nécessité de travailler demain, je l'espère, à une coalition qui rassemble des sensibilités de droite différentes autour de l'essentiel et qui permettent d'obtenir les fameux 50+1 et donc de gouverner. Au lendemain des élections présidentielles, Éric Zemmour a appelé à une coalition des droites aux législatives qui a été refusée par les LR et le RN. Nous avons réitéré d'ailleurs cette demande au moment de la proposition d'un référendum d'initiative partagée sur l'immigration, qui là encore a été refusé. Donc moi j'ai envie de dire finalement aux électeurs qui souhaitent, qui aspirent à cette union des droites, plus ils donneront de la force à Reconquête aux élections européennes, plus finalement ils auront des chances qu'elle puisse advenir, puisque Reconquête deviendra incontournable dans le paysage politique, et donc je l'espère, elle s'imposera dès les municipales de 2026. Le positionnement qui est le vôtre, Marion Maréchal, donc libéral-conservateur, libéral sur les questions économiques, on peut donc s'enrichir, pourquoi pas aux dépens des plus pauvres, ou en tout cas des personnes qui sont protégées,
mais on est conservateur sur les côtés, sur les aspects sociétals de la vie, on est plutôt restrictif. Ça, c'est une importation, en fait, quand même, d'un concept américain, plutôt de la droite américaine. Ça ne fonctionne pas tellement en France. En tout cas, ça n'a jamais fonctionné. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la lecture et la définition que vous en faites. Ça, c'est la question Jean-Claude Michéa, dont je suis friande par ailleurs. Mais c'est vrai que moi, je considère qu'on ne peut pas être libéral sur le plan sociétal et conservateur, évidemment. On ne peut pas être libertarien sur le plan économique, c'est-à-dire considérer que l'État, finalement, n'a aucune, ne doit pas avoir de vision du bien commun et orienter des comportements par, justement, une forme de dépense sociale ou favoriser des organisations familiales et sociales plutôt que d'autres parce qu'il considère que c'est la meilleure chose à faire pour la société. Voilà, donc je considère que là, évidemment, ça n'est pas possible. En revanche, derrière cette définition du libéralisme, moi, je mets plutôt l'idée du mérite, du travail et du refus d'un étatisme qui, aujourd'hui, précisément, décourage de ce travail et de ce mérite parce qu'il crée des situations où, aujourd'hui, dans notre pays, il est parfois plus intéressant de ne pas se lever le matin que d'aller contribuer à la société et subvenir à ses besoins par ses propres moyens. Donc moi, je considère qu'il n'y a pas d'antagonisme. En tout cas, ce que je note, c'est que, pour le coup, le marxisme et le conservatisme sont véritablement antagonistes. Voilà. Et je vois d'ailleurs dans certains progressismes cette volonté de créer l'homme d'après, l'homme nouveau, l'homme révolutionnaire, de faire table rase du passé, de pousser à des comportements, y compris parfois de manière autoritaire. Oui, et mais donc là, Marion évidemment, Maréchal, il y a une contradiction parce que le monde de l'argent, la tyrannie du privé, de l'argent, c'est aussi un vecteur révolutionnaire extrêmement fort. Et donc le lien, en fait, vous ne faites pas le lien entre, par exemple, ce qui se passe en Californie, l'influence du wokisme qui vient des grandes sociétés privées américaines, et le progressisme de gauche. Il y a un lien direct entre ce monde de l'argent et les idées J'en suis nouvelles. pas convaincue, mais une fois de plus, moi je suis pas libertarienne, c'est-à-dire je considère pas que l'État ne doit exercer aucune activité de régulation ou de protection. C'est pas du tout ma vision des choses. Je refuse ce relativisme d'État. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je considère que l'État doit porter une certaine vision du bien commun et donc orienter des comportements, protéger des activités considérées comme stratégiques ou salvatrices, encourager la natalité, les politiques familiales, certains cadres familiales Ça, sont ok, c'est protecteurs. entendu. Oui, mais je suis en train de vous dire que évidemment que pour moi, l'État doit avoir un rôle de protection, y compris aux côtés des plus pauvres et des plus démunis. Ce que je combats, moi, c'est les abus, c'est les dérives, c'est le fait qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement d'aider les plus démunis, il s'agit d'avoir un système qui fait qu'aujourd'hui, vous avez 1,5 million de jeunes en âge et en capacité de travailler qui ne sont sans emploi, sans formation, sans activité, 33% du PIB qui est consacré à de la dépense sociale, c'est un record mondial, et que tout cela se fait au détriment des gens de bonne volonté qui, eux, justement, veulent se lever le matin pour subvenir à leurs besoins. Le travail, c'est aussi de la dignité. Je veux dire, gagner de l'argent, ce n'est pas juste un vice. C'est avant tout d'abord la manière d'être autonome dans la vie et de subvenir aux besoins de sa famille. Les gens qui se lèvent tôt ne sont pas les Français. Hein. Moi, je prends le métro à 5 h du matin. Il n'y a que des gens étrangers. Hein. Alors déjà, vous avez une vision parisienne, pour votre information, parce que sachez quand même qu'aujourd'hui en France, les Français travaillent, et ils travaillent beaucoup, et y compris dans les fameux métiers en tension qu'on dresse en étendard sur ce sujet de l'immigration de travail. En réalité, quand on regarde les statistiques de l'INSEE, 80% dans ces métiers sont des Français. Donc vous savez, il ne faut pas toujours s'arrêter aux caricatures. Moi, je ne considère pas que le peuple français est un peuple de feignants. Je considère aujourd'hui que les conséquences de l'immigration sont tellement lourdes sur le plan culturel, sécuritaire, identitaire, qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre, pour de basses considérations économiques et la tentative de faire baisser les salaires, de faire venir les immigrés de manière inconsidérée. Est-ce que vous attendez quelque chose de l'Église catholique? J'entends de la hiérarchie de l'Église catholique. Politiquement, vous voulez dire? Qu'est-ce que vous attendriez d'elle si vous attendez quelque chose? Parce que vous êtes sur une antenne aujourd'hui qui la représente. J'en attends qu'elle fasse ce pourquoi elle est missionnée, c'est-à-dire non pas de la politique, mais qu'elle aille de nouveau chercher les âmes perdues. J'attends qu'elle remplisse les églises. Voilà, c'est ça. Moi, je fais de la politique, donc je ne suis pas là pour évangéliser. Et à l'inverse, l'Église n'est pas là pour faire de la politique, mais pour évangéliser. Donc j'espère qu'elle pourra de nouveau remplir les églises et qu'elle, peut-être... moi, je vais vous dire, je vais vous parler très franchement. Je sais que voilà, nous sommes sur une antenne, ce qui ne ça laisse pas indifférent, mais moi, j'attendrais plutôt que quand le pape François vienne à Marseille, il ne tienne pas les propos qu'il a tenus à l'égard des Français et que j'ai trouvé particulièrement
insultant, où je parlais de, je ne sais plus quel était le terme exact, mais de tyrannie de l'indifférence, comme si les Français étaient un peuple de salauds qui n'avait pas déjà donné largement sa part à l'accueil et à la générosité. Voilà, donc je pense que pour le coup, l'Église devrait prendre en considération la situation européenne et comprendre qu'à travers cette nécessité de régulation de l'immigration, c'est aussi le sauvetage de la civilisation européenne avec ses racines chrétiennes qui est en jeu. Parce que le jour, une fois de plus, où le grand remplacement aura eu lieu, le jour où l'islam sera devenu majoritaire, eh bien, croyez-moi, la chrétienté ne se portera malheureusement pas très bien. Vous avez marché au pèlerinage de Chartres, semble-t-il? Oui, j'ai fait la première journée, 42 km, je les ai encore dans les pattes quand même. Et alors? J'ai trouvé ça, je trouve ça toujours très émouvant. C'est pas la première fois que je le fais quasiment tous les ans et j'ai pas voulu m'interdire de le faire parce que j'étais en campagne électorale. Moi, je suis enthousiasmée par le succès de ce pèlerinage. Chaque année, il y a des pèlerins supplémentaires. De plus en plus, ils ont été obligés de faire les inscriptions un mois avant. Je pense que ça, c'est la démonstration d'une revivification de la chrétienté dans la jeunesse française, qui, je pense, est le résultat de plein de choses. Évidemment, une quête de sens qui s'exprime par une quête de Dieu, le refus du relativisme, probablement aussi une quête peut-être culturelle, identitaire au départ, qui permet de trouver Dieu, parce que l'altérité provoquée par l'immigration nous questionne aussi sur ce que nous sommes. Et en tant que Français, évidemment, l'une des premières choses qui vient, c'est d'être aussi un peuple de chrétiens. Et donc, tout cela fait qu'aujourd'hui, en effet, on voit cette jeunesse se tourner de nouveau vers le christianisme, et moi, j'en suis très heureuse. Et donc vous estimez que l'avenir du christianisme, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut le chercher que vers le caritatif, l'humanitaire, d'autres moyens qui se déploient, qui ne sont pas forcément aussi médiatisés. Mais en fait, c'est toujours pareil. L'Église catholique, c'est d'abord une église de foi, ça n'est pas une ONG. Ça veut dire que qu'elle ait des activités caritatives, ça fait partie de sa mission et c'est tout à fait à son honneur. Et heureusement que ça existe. Et c'est d'ailleurs l'une des pratiques de la charité à laquelle nous sommes enjoints, évidemment, par Jésus. Et c'est tout à fait honorable. Mais si vous voulez, c'est une des missions. Ça n'est pas le point de départ, si je puis dire. Et donc moi, je crois qu'aujourd'hui, l'attente dans cette jeunesse, c'est avant tout aussi, quand je disais une quête de sens, un besoin dans l'Église catholique de renouer justement avec cette idée du bien commun, cette idée tout simplement même du bien et du mal qui dans nos sociétés actuelles sont des mots qui ont disparu parce qu'on se refuse même de porter un jugement sur les actes, sur les consciences. Et donc je pense qu'aujourd'hui l'Église catholique doit être à ce rendez-vous et j'espère qu'elle le sera. Une dernière question. Jordan Bardella a pris ses distances avec l'AfD en Allemagne au Parlement européen. Il a dit qu'il ne siégerait pas avec l'AfD. Qu'est-ce que vous pensez de cette prise de distance, très rapidement? Oui, très rapidement, c'est une démonstration de plus de l'incapacité demain du RN de peser sur les décisions européennes, puisqu'ils ont déjà un groupe isolé et un groupe aujourd'hui qui est encore plus affaibli par cette rupture avec l'AfD. Donc, conclusion, si vous voulez un parti de droite authentique, qui est très engagé sur les questions de société, qui en même temps a un programme identitaire et libéral en économie, comme vous dites, et qui peut avoir à la fois cette volonté et cette capacité d'agir, eh bien ce sera avec Reconquête. Merci beaucoup, Marion Maréchal. Bonne journée. Merci à vous.